Au fond de toi, tu le sais, le monde a besoin de tes meilleures idées. Tu peux les sentir bouillonner dans ta tête de façon incessante. Elles essayent de sortir. Mais pour une raison ou une autre, elles restent coincées dans ta tête. D'après mon expérience, c'est le sentiment et l'expérience la plus frustrante au monde. Mais qu'est-ce qui rend les Einstein, les Steve Jobs, les Picasso, Léonard de Vinci, les Thomas Edison et tous les autres génies créatifs si spéciaux? Eh bien, ils ont maîtrisé la compétence de la créativité. Et la raison pour laquelle la plupart du temps, nos nouvelles idées créatives n'arrivent pas à vraiment sortir de notre tête est parce que nous avons l'habitude de considérer la créativité comme quelque chose de mystique ou de mystérieux. Mais après avoir étudié de manière obsessionnelle la psychologie et la science de la créativité, après avoir lu des douzaines de livres sur le sujet, j'ai réalisé quelque chose qui m'a choqué. La créativité n'est pas cette force mystique, incontrôlable de l'univers, mais c'est une compétence qui peut être développée. Et développer cette compétence nous apporte la double capacité de pouvoir créer plus de clarté dans notre propre vie, ainsi que de pouvoir partager nos meilleures idées et avoir un impact positif avec les autres. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 stratégies pour débloquer les meilleures idées qui restent piégées dans ta tête. Petite parenthèse, sur cette chaîne, on décode la psychologie et la science de la créativité appliquées au domaine du branding et du marketing. Si tu veux en savoir plus, je te laisse checker le premier lien en description où tu peux directement obtenir 14 systèmes simples pour lancer ton contenu en 14 jours pour les créateurs et les solopreneurs qui souhaitent se positionner de façon unique, créer du contenu autour de leur expertise et de leur curiosité. Tu auras directement accès à notre communauté avec beaucoup de valeur où on héberge également des événements chaque semaine comme des lives de Deep Work où également on héberge des entrepreneurs inspirants partageant les coulisses de leur activité. Je te laisse checker, c'est le premier lien en description. Fin de la parenthèse. Avant de pouvoir libérer les meilleures idées qui sont bloquées dans ta tête, on doit d'abord comprendre pourquoi la notion de créativité nous paraît si mystérieuse. La réalité, c'est que le terme créativité n'existait pas encore il y a 100 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, nous n'avons pas de mots pour décrire la notion de créativité. De nombreuses cultures anciennes d'ailleurs, telles que les Grecs, les Indiens, les Chinois, n'avaient pas de mots pour cette notion, cette compétence particulière. Ils pensaient la notion de créativité comme une sorte de découverte, parce que les idées venaient des dieux et qu'elles étaient simplement découvertes par les mortels. Cette notion a d'abord commencé à changer pendant la période de la Renaissance, lorsque les découvertes accordées par le divin sont devenues des idées développées dans l'esprit des penseurs. Mais le mot créativité en lui-même n'est arrivé dans notre vocabulaire actuel qu'il y a tout exactement 100 ans. En 1927, le philosophe et mathématicien Alfred North Whitehead, dans son livre Processus et réalité, avait besoin d'un terme pour décrire avec précision le principe de nouveauté. Un terme qui engloberait toutes les nouvelles idées, les nouvelles choses et entités et processus générés au sein de l'existence. Et cette dernière partie, être générée dans l'existence, est cruciale, parce que la créativité nécessite de pousser ces nouvelles idées dans le monde. Elles ne peuvent pas rester coincées dans notre tête, car alors, nous ne sommes pas vraiment créatifs. Le partage est donc une notion inhérente à la définition même de la créativité. Sans partage, nous ne sommes pas vraiment créatifs. Pour pouvoir partager nos meilleures idées créatives avec le monde, nous devons en faire un processus pratique. Et la définition de la créativité moderne la plus parlante à mes yeux est la suivante. Le processus de développement de nouvelles idées qui ont de la valeur. J'en parle plus en détail dans une de mes précédentes vidéos, comment débloquer ton génie créatif. Je te laisse checker cette vidéo, le lien sera juste ici. Mais de manière générale, cela peut être le développement d'une nouvelle technique dans son art, comme par exemple Picasso avec le cubisme, la résolution d'un nouveau problème mathématique, donc par exemple Einstein avec la théorie de la relativité, donc plutôt axé à la physique, ou en tant que créateur ou entrepreneur, cela peut être de nouvelles idées de contenu pour attirer ton audience idéale, ou une nouvelle stratégie marketing pour te positionner de manière unique. Et donc, sans plus attendre, voici comment partager tes meilleures idées. On va voir ensemble 3 stratégies pour booster ta créativité et partager tes meilleures idées au monde. Le truc qui m'a le plus choqué en me plongeant dans mes recherches sur les génies créatifs est qu'ils ne sont pas plus intelligents que la plupart des gens. Ils sont simplement de meilleurs collectionneurs. Obtenir de bonnes idées consiste principalement à collecter.
Tu n'as pas besoin de te forcer pour trouver de bonnes idées. Quand l'inspiration ne vient pas à moi, je viens à mi-chemin à sa rencontre. Freud. Les génies créatifs, en réalité, comprennent une chose. Tu n'as pas vraiment besoin d'être 100% original. Parce que la créativité consiste davantage à partager et mettre en existence plutôt qu'à avoir quelque chose de radicalement nouveau. Tous les créateurs ou personnes créatives ou les entrepreneurs que tu admires ne sont pas de meilleurs inventeurs, ce sont de meilleurs collectionneurs. Ils collectent les idées. Mais ensuite, ils ne les gardent pas pour eux-mêmes, ils les partagent. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est que beaucoup de livres sont littéralement composés à quasi 50% de citations ou de références d'auteurs ou d'autres experts dans le même domaine ou même des domaines similaires. Et Austin Kleon, l'auteur de Show Your Work, qui m'a vraiment inspiré à faire cette vidéo, appelle cela un Genius. En comparaison au mot genius en anglais, Genius est un collectif d'esprit faisant circuler les idées. Pour lui, les idées ne viennent pas d'une seule personne ou d'un seul individu. Il vient d'un collectif d'individus faisant circuler ces idées. Si Whitehead n'avait pas inventé le terme créativité, nous ne serions même pas en mesure de traiter de ce sujet ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Le problème que j'observe chez la plupart des créateurs, et moi-même je ne suis pas différent, est que nous ne réalisons pas toutes les idées et les connaissances que nous avons déjà accumulées au fil des années. Et la psychologie cognitive appelle cela la malédiction de la connaissance, ou the curse of knowledge. La malédiction de la connaissance, c'est lorsque tu as des curiosités naturelles, des obsessions, une expertise, que tu sais des choses, mais que parce que tu as été immergé dans ce domaine depuis si longtemps, tu n'es plus en mesure de reconnaître que tu as toutes ces compétences. Elles sont simplement devenues obvious et évidentes pour toi. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. La plupart des gens n'auront pas la même obsession que toi dans ton domaine, ils n'auront pas la même patience et persévérance pour faire ces recherches que tu as faites sur ton sujet. Donc, au lieu d'essayer d'être un génie ou d'essayer de garder les idées que tu as trouvées pour toi, tu veux être la personne qui présente ces idées aux autres. Tu veux les introduire à ces idées. Tu veux les condenser, les rendre accessibles aux personnes en dehors de ton domaine. La première raison pour laquelle nos meilleures idées sont bloquées dans notre tête est que nous avons peur de partager nos inspirations. Nous échouons à reconnaître les connaissances que nous avons déjà accumulées avec le temps. Mais être un créateur à forte valeur ajoutée n'est pas une question d'intelligence ni de talent. C'est ce que tu as à apporter. Les idées que tu partages, les conversations que tu lances, la qualité des connexions que tu crées. C'est ce qui te rend unique, c'est ta propre perspective sur ces idées et comment tu les combines ensemble. Alors un exercice pratique, ça va être de créer ta liste de mentors. Liste tous les créateurs que tu admires, note les meilleures idées qui résonnent avec toi, construis ta propre bibliothèque d'Alexandrie et partage-les. Partage comment elles ont inspiré ton travail. Maintenant, en me plongeant davantage dans les recherches, je suis tombé sur une notion qui m'avait jusque-lors échappé. Pour avoir de bonnes idées, tu as besoin de beaucoup de mauvaises idées. Les mauvaises idées sont bonnes, les mauvaises idées sont une partie essentielle de la créativité. Le meilleur moyen d'avoir de bonnes idées, avoir beaucoup de mauvaises idées. Le truc contre-intuitif, c'est que tu as besoin de plus de mauvaises idées. On a souvent l'impression que lorsqu'on fait face à un problème ou un défi créatif, on doit générer de très bonnes idées qui sauveront la situation, qui assurent à la continuité de notre emploi ou de notre business. Et en conséquence, on se concentre uniquement sur l'idée parfaite ou la meilleure solution. Mais le problème, c'est que cela conduit à la pensée convergente. La pensée convergente se produit justement lorsque nous convergeons vers une idée, en procédant par étapes logiques et en réduisant petit à petit nos possibilités au fur et à mesure. Le problème, c'est que cela ferme notre esprit aux autres possibilités. C'est comme avoir des œillères. Pourtant, produire des idées irréalisables, pas pratiques, avec aucune valeur et qui sont limite inutiles et futiles est en réalité une partie nécessaire et essentielle du processus créatif. Parce que la créativité nécessite une pensée divergente. La pensée divergente est une approche antisystémique de la résolution de problèmes. Et elle se définit par les 4 caractéristiques suivantes. L'originalité, ou la capacité à produire de nouvelles idées. La flexibilité, la capacité à aborder un problème sous plusieurs angles. La fluidité, la capacité à produire un grand nombre d'idées en peu de temps. Et l'élaboration, la capacité à organiser ces idées et à les mettre en application. Ces caractéristiques ont constitué une percée majeure. Elles ont fait passer la créativité d'une idée étrange, dont les Grecs anciens n'avaient même pas de mots pour la décrire, à une qualité mesurable. Quand
tu fermes ton esprit et limites ton focus. Le souci est que tu élimines pas seulement les mauvaises idées, mais aussi les potentielles percées et innovations. Et c'est là que j'ai réalisé. La pensée divergente est un muscle qui doit être entraîné. C'est la volonté et l'acceptation de se tromper et de découvrir quelque chose de nouveau. Et les génies créatifs ont une tonne de mauvaises idées qui ont conduit à leur innovation. Tu vois cette poupée parlante assez chelou qui fait peur autant aux adultes qu'aux enfants, eh bien, elle avait été inventée par Thomas Edison. Presque tout le monde peut nommer l'homme qui a inventé l'ampoule électrique, et d'ailleurs, Edison était considéré comme l'un des innovateurs les plus réussis de l'histoire américaine. Pourtant, il avait une tonne de mauvaises idées et de gros échecs au cours de sa carrière. Par exemple, le phonographe, le stylo électrique, la poupée parlante dont on vient de parler, qui est assez flippante, ou même encore l'enregistreur de vote automatique. Quelque part, Edison savait pertinemment que tester des tonnes d'idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, conduisait inévitablement à de grandes idées innovantes. Et dans son livre « Edison, l'essor de l'innovation », Léonard de Graaf dit « Edison n'est pas un type qui regarde en arrière. Même pour ses plus grands échecs, il n'a pas passé beaucoup de temps à se torturer l'esprit en disant « Oh mon Dieu, on a dépensé une fortune pour cela ». Il a dit « Nous nous sommes amusés à la dépenser ». La deuxième raison pour laquelle nos meilleures idées sont bloquées dans notre tête est parce que nous avons peur d'avoir de mauvaises idées. Et donc, nous convergeons. Nous allons vers ce que nous connaissons déjà, sur ce qui est rassurant. Et donc, on devient analytique et non créatif. On se focus sur les petits détails au lieu de voir la vision dans son ensemble. Et c'est ce côté analytique, justement, cette peur d'avoir de mauvaises idées qui bloque notre créativité. Et réalise que, tout comme pour Edison, la plupart des gens ne se souviendront de toute façon pas de tes mauvaises idées. Maintenant, l'idée assez contre-intuitive sur laquelle je suis tombé dans mes recherches, qui m'a assez bouleversé, est que pour penser en dehors de la boîte, tu dois d'abord avoir une boîte. Tout le monde te dit que pour être créatif, tu dois penser outside the box. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Je sais que cela peut sembler paradoxal à cause de ce qu'on vient de voir juste avant en termes de pensée divergente, mais je t'assure que tout cela va faire sens pour toi. Ce principe énonce une vérité paradoxale. Les idées révolutionnaires nécessitent d'abord d'avoir des contraintes claires. Tu dois d'abord comprendre la boîte. Tu ne peux pas avoir des idées créatives et transcender les frontières sans d'abord comprendre ce qu'elles sont. Et ce principe nous est issu de la célèbre expérience du puzzle à 9 points. Il s'agit d'un test cognitif popularisé par les consultants en management dans les années 70 et 80 qui consistait en un puzzle nécessitant à relier 9 points avec 4 lignes droites sans lever le stylo. Au début, la tâche semble impossible, jusqu'à ce que les personnes testées réalisent qu'ils doivent dessiner en dehors des limites carrées apparentes formées par les points. Mais la véritable leçon de cette énigme n'est pas seulement de briser les règles, c'est d'abord de comprendre quelles règles contraignent notre pensée. Penser hors de la boîte, c'est d'abord comprendre pleinement la boîte elle-même, puis ensuite la remettre en question. Et la boîte ici, dans notre cas, fait référence à ton domaine spécifique d'expertise ou de création, dans lequel tu exprimes tes idées créatives. Einstein a d'abord dû pleinement comprendre les principes de la physique avant d'être capable de les dépasser et de créer la théorie de la relativité. Picasso a dû d'abord comprendre pleinement les principes de la peinture et maîtriser comment peindre des cadres réalistes avant d'être capable de les dépasser et de créer le cubisme. C'est là que j'ai réalisé que leur génie résidait dans le fait qu'ils étaient avant tout des maîtres de leur art. La créativité nécessite la maîtrise avant la rupture. Quand on comprend cela, on réalise que la contrainte est en fait une bonne chose. La contrainte est le catalyseur de la créativité. Les études ont montré que les personnes travaillant sous des contraintes et un cadre clair génèrent souvent des solutions plus innovantes que celles avec des ressources illimitées. Ce phénomène est appelé le dilemme de la page blanche, ou The Blank Canvas Dilemma, et illustre pourquoi les possibilités illimitées entravent souvent plus qu'elles n'améliorent l'innovation. Imagine-toi debout devant une toile vierge. Un monde de possibilités infinies s'étend devant toi. Pour certains, c'est exaltant. Pour beaucoup, c'est paralysant. Sans direction claire, l'immensité du choix peut submerger notre esprit, rendant parfois difficile de savoir par où commencer. Maintenant, imagine qu'on te donne seulement 3 couleurs pour peindre un tableau, ou qu'on te dise que tu as seulement 10 minutes pour dessiner un croquis sur une feuille. Soudainement, les contraintes imposées à ta créativité te forcent à prendre des décisions et à agir.
La toile n'est plus une étendue de potentiel infini, mais un défi à conquérir. Tu es forcé de penser différemment, d'innover et de te concentrer. L'idée est que les possibilités illimitées entravent souvent plus qu'elles n'améliorent la créativité. Et la raison est pourtant simple et évidente. Quand tu as des options infinies, tu expérimentes la paralysie décisionnelle. Donc, la troisième raison pour laquelle nos meilleures idées sont bloquées dans notre tête est que nous manquons d'un domaine spécifique et de contraintes claires dans lesquelles exprimer notre créativité. Donc, pour terminer cette vidéo, voici ton plan d'action rapide, étape par étape, pour débloquer les idées créatives piégées dans ta tête. La première chose va être de devenir un collectionneur. Collectionne les idées dans ton domaine qui t'inspirent, qui éveillent ta curiosité et ton intérêt. Organise ces idées dans ton second cerveau ou ton application de prise de notes de ton choix que tu utilises, Obsidian, Notion, peu importe, afin que tu puisses facilement les trouver lorsque tu en as besoin. Ensuite, engage-toi à partager ces idées. Fais partie de la conversation, ne les laisse pas piéger dans ta tête. La deuxième chose, ça va être de garder une ouverture d'esprit. Développe ton muscle de la pensée divergente. Ne t'efforce pas de trouver l'idée parfaite parce que cela conduira inévitablement à l'inhibition créative. Regarde plutôt les 4 caractéristiques de la pensée divergente dont on a vu plus tôt pour te permettre de créer beaucoup d'idées rapidement. Parce que tu veux justement rester ouvert le plus possible aux mauvaises idées. Embrasse les mauvaises idées, cherche les mauvaises idées, teste et exécute beaucoup. Plus tu génères et testes des idées, plus tu auras de chances de trouver des grandes idées ou des solutions innovantes à ton problème. Et enfin, la dernière étape va être de te fixer des contraintes claires. Commence par une contrainte de ressources, par exemple peindre en utilisant seulement 3 couleurs, ou un copywriter qui ne peut écrire que pendant 2 heures, ou un créateur de contenu qui ne peut utiliser qu'une seule plateforme de réseaux sociaux, etc. Ensuite, applique une contrainte de processus. Un peintre qui n'applique qu'une seule technique spécifique, un copywriter qui peut n'utiliser qu'un framework de copywriting spécifique, un podcasteur qui ne parle que d'une thématique spécifique, etc. Et enfin, pose une contrainte de livrable. Par exemple, produire une peinture par semaine, écrire un mail de 400 mots en tant que copywriter, ou trouver un invité par semaine en tant que podcasteur, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras trouvée pertinente, qu'elle t'aura été utile. Encore une fois, si tu es un créateur ou un solopreneur, je te laisse checker le premier lien en description pour rejoindre les Crealators et recevoir directement 14 systèmes simples pour lancer ton contenu en 14 jours. Tu auras également directement accès à la communauté Créapreneur dans laquelle on héberge des lives hebdomadaires, que ce soit des sessions de deep work, que ce soit des invités, donc des entrepreneurs partageant le behind the scenes de leur activité, etc. Donc en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Charlie.